Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Nouveau format pour Quelle comédie, de l'image au son. Quelle comédie devient un podcast, accessible gratuitement sur toutes les bonnes plateformes d'écoute chaque semaine. À compter de ce lundi 16 septembre, je vous invite à écouter les artistes qui font de cette institution, la Comédie Française, un théâtre de création, un lieu vivant où convergent les talents, ceux de la troupe. J'en ai deux devant moi, ceux des grandes scènes nationales et internationales qui sont invités ici, salle Richelieu, à travailler autour des textes, du répertoire et des écritures contemporaines. Alors, ils sont sociétaires du français depuis respectivement 2004 et 2005, deux grandes figures de la troupe qui savent tout jouer, à peu près tout jouer, Feydeau, Tchekhov, Shakespeare, Goldoni, Hugo, Visconti, Beaumarchais, Hanke, Sampé et bien sûr le patron, Molière. Ils me font le plaisir, l'honneur de lancer cette première saison de Quelle comédie, le podcast. Bonjour Laurent Stocker. Bonjour. Et bonjour Guillaume Gallienne. Bonjour Béline. Quelle voix de radio vous avez tous les deux. Bon. Est-ce que vous pouvez décrire, avant que nous commencions à évoquer ensemble Molière et votre jeu de Molière, le lieu dans lequel nous nous trouvons, qui est un peu bordélique, qui est un lieu que nous avons emprunté à la régie générale pour enregistrer ce podcast dans des conditions techniques dites optimales? C'est l'endroit où d'habitude on vient chanter. Donc c'est l'endroit où il y a un piano derrière nous. C'est un studio d'enregistrement en fait qui est censé être totalement hermétique au bruit extérieur et parasite. Et voilà. Il porte un joli nom puisqu'il porte le nom de Salle Saignée. C'est pas mal comme nom de théâtre. Tout est référencé à la Comédie Française. Il y a toujours un souvenir derrière un lieu, un piano. Un souvenir, ça pour nous, oui, mais après, au-delà de ça, il y a surtout l'idée de la transmission, l'idée d'un relais. Qu'est-ce que vous avez fait l'un et l'autre dans cette salle? Qu'est-ce que vous avez appris à chanter? On a chanté, on a enregistré, je pense que on a déchanté fables, aussi. On a déchanté aussi, ça dépend. Là, c'est un endroit qui est quand même, par exemple, moi qui suis claustrophobe, je suis pas toujours à l'aise dans cette. On peut hurler, il se passera rien. C'est-à-dire que si la porte se ferme sur nous, on retrouvera nos squelettes dans Comptez sur moi, Laurent. Plusieurs années. Vous avez chanté aussi ici? Non. Enregistrer des textes? Ah oui, enregistrer des textes, oui, mais j'ai pas chanté. Moi, ici, j'ai plutôt déchanté. Alors, dans ce premier épisode de Quelle comédie, le podcast, j'ai souhaité commencer par la base, comme disaient les jeunes, et Molière. Et plus précisément, vous posez la question du jouet Molière. Vous reprenez tous les deux cette saison très bientôt, donc deux grands rôles du répertoire. Guillaume Gallienne, à partir du 19 septembre, vous ressortirez la robe et le bonnet de nuit d'Argan dans Le Malade imaginaire, mise en scène Claude Stratz. Donc, une grande mise en scène devenue classique, créée en 2001. Vous êtes, je crois, le troisième Argan. Quant à vous, Laurent Stocker, à partir du 18 septembre, donc en alternance l'un et l'autre, salle Richelieu, vous chausserez chaussures de golf d'Harpagon. Dans la version graphique et contemporaine de l'Avare, de l'île au bord. Deux reprises, quel plaisir avez-vous l'un et l'autre, non pas à retrouver vos rôles, mais à retrouver ces personnages célèbres et ces vers que l'on apprend dès la primaire et qui sont pour certains quasiment devenus des slogans. Ce sont des rôles un peu particuliers. Moi, c'est de la prose. Ah oui, de la prose, évidemment. Moi aussi. Ouais, alors, ouais. C'est prose. On est en prose dans les deux, ouais. Dans les deux textes en question. Mais ce sont des répliques célèbres. C'est pas mais forcément des textes comme les autres. Ce dont parlait Guillaume tout à l'heure, c'est aussi la transmission. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que d'autres l'ont joué avant nous, d'autres le joueront après nous. Le premier à l'avoir joué, effectivement, Le Malade, c'est Molière. Le premier à avoir joué l'Avare, c'est Molière aussi. Et il y a cette filiation-là par le sociétariat, par cette maison, ce qu'elle représente. Et on est des passeurs de ce texte et on ne le fait pas. Guillaume ne fait absolument pas Le Malade comme l'a fait avant ses prédécesseurs Pralon et Giroudon.
Et moi, je fais pas, même si c'est une mise en scène, une création en ce qui me concerne, je fais pas comme faisait Podalides ou comme faisait Giraudon non plus, ou comme l'a fait De Funès. Enfin, voilà, c'est différent. Voilà. Vous vous êtes intéressé à ce qu'avaient fait les autres? Vous avez bien sûr, regardé? On regarde toujours, enfin pas toujours, mais moi j'ai regardé un petit peu ce qu'avaient fait les autres, et je me suis dit, je veux pas que mon avare soit comme celui que les autres ont fait, même si c'est le même texte. Voilà. C'est aussi une histoire d'imaginaire, c'est-à-dire que parfois on n'a pas forcément vu la captation, mais on a des images du rôle comme une espèce de cliché dans tous les sens du terme, et on se dit, bon, ça, ok, c'est déjà fait, ça a déjà été fait, on peut peut-être proposer quelque chose de neuf. Voilà. Donc, par exemple, je pense à l'image de Michel Aumont dans l'Avare, qui l'a joué pendant 25 ans dans cette maison, dans la mise en scène brillante, extraordinaire de Jean-Paul Roussillon, mais quelque part, on voit tout à fait cette image. Et c'est vrai que j'imagine que tu t'es dit, non, pas ce dessin-là. Non, pas ce dessin-là. C'est presque un croquis. Et on se dit, non, bon, on va essayer de croquer autre chose. Et j'ai le souvenir de Michel, qui était un ami, Aumont, qui me disait, c'est le rôle que je jouais le plus longtemps dans le temps, et tu verras si un jour tu le joues. Et moi, je disais, mais non, je ne jouerai certainement pas là-bas. Il me dit, si, peut-être un jour tu le joueras. Tu verras que si tu le joues même 15, 20 ans, tu trouveras toujours des choses nouvelles à chaque représentation, pratiquement. Et c'est vrai. Moi, j'ai la même chose avec Argan. Et c'est-à-dire comment, concrètement, vous appréhendez, vous apprivoisez ces refrains célèbres pour en faire un matériau, finalement, comme les autres, un matériau de théâtre? Le théâtre de Molière, vous savez, c'est un théâtre qui ne fonctionne que incarné. Vraiment. C'est-à-dire qu'il ne marche pas à la lecture? Très peu. Très peu. Vraiment, la musique de Molière, elle ne marche que si elle est incarnée. C'est extrêmement corporel. On voit bien que c'était un acteur et qu'il écrivait vraiment... physique, je pense. Ah oui, vraiment. Et il écrivait pour lui et pour sa troupe. Et il savait exactement comment chacun était viscéralement. Parce qu'il l'écrit comme ça. Et on le sent. C'est pour ça que c'est si difficile à apprendre et impossible à désapprendre. Et pour aller dans ton sens, par exemple, dans l'Avare, avec le valet au début, il dit, et je ne me plais point à voir ce chien de boiteux-là, parce que le père Béjart boitait. Donc si on ne le fait plus boitillant, il faut trouver une autre chose pour dire qu'il est boiteux autrement que physiquement, mais il avait bien mis ce terme boiteux parce que celui qui a créé le rôle boitait, effectivement, réellement. Donc ça rejoint ce que tu dis sur l'incarnation. Le nombre de références qu'il y a avec son actualité, bon, l'Avare, évidemment, mais aussi... Le Malade, c'est limpide puisque c'est sa dernière pièce, c'est une pièce extrêmement testamentaire. Il passe son temps à dire dans 4 jours, dans 4 jours, il est mort en jouant la 4e. Et il se tue lui-même en faisant dire à Argan qu'il jouait, si jamais j'avais Molière en face de moi, je lui dirais crève, crève. Et en plus, il se donne le bon diagnostic de sa santé, il le fait dire par le faux médecin, puisque c'est Toinette, en jouant ce faux médecin, donne le bon diagnostic qui est c'est du poumon que vous êtes malade, et c'était vrai, Molière et il le savait, il avait une maladie pulmonaire et il se savait condamné, ou en tout cas il s'en doutait bien. Comment l'un et l'autre vous êtes approprié la cassette et le poumon? C'est justement ces monologues qui sont... Est-ce que c'est l'Everest en tongs quand on arrive face à ce texte-là? Jouer, surjouer, croquer. C'est ce que disait Guillaume aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'image d'Épinal aussi de ce qu'est la cassette. L'Avare ne parle jamais de cassette, pratiquement. Tout le monde me dit, tu vas jouer ma cassette, non? Il n'y a pas de cassette. Si. Mais il y a un attendu du public. Il y a une cassette, mais il y a mon argent. Il parle de son argent. Il ne parle pas de sa cassette. Enfin, il dit à la fin, et moi revoir ma chère cassette, mais je crois que c'est la seule fois qu'il le prononce dans le spectacle. Donc, il parle de l'argent, il parle d'une condition financière, mais tout le monde à chaque fois me disait, comment tu vas jouer le monologue de la cassette? Je dis, il n'y a pas de monologue de la cassette. Et comme moi avec le poumon, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Toinette. Et moi, le seul truc que je fais, c'est quand elle dit c'est du poumon que vous êtes malade, je tousse. Du coup, je tousse en disant le poumon. Voilà, c'est tout. Quand vous entamez ces scènes-là,
Oui, Quand vous êtes salle Richelieu, il y a un attendu du public. n'importe où, pas seulement salle Richelieu, oui, partout. Pas seulement. Ça, Alors ça m'intéresse justement parce que alors salle Richelieu, moi j'ai assisté à 2-3 représentations avec vous dans ces différents rôles. C'est une espèce de triangle amoureux quand même qui se met en place entre Molière, vous et le public. Ils attendent ces moments-là ou ces mots-là. Est-ce que vous le savez avant de les jouer? Vous savez qu'il va se passer. C'est-à-dire que chaque salle en plus est différente. C'est-à-dire que si on joue devant une salle où il y a beaucoup de scolaires, c'est pas la même chose que si on joue devant une salle qui est une salle très attentive. Enfin, il y a plein de, il y a une alchimie qui se fait. Et d'ailleurs, quand j'ai joué aussi dans Le Malade, mais que je faisais Cléante il y a très longtemps, il y avait, c'est plus le cas maintenant, mais il y avait des représentations qui duraient 2h30 du Malade. Maintenant, ça dure 2 heures, non? C'est ça? oui, 2h05. 2h05. C'est la vraie version que voulait Claude Stratz. Dans les différentes reprises, il y a eu des actrices ou des acteurs qui ont fait des... Qui en donnaient plus. Oui, mais c'est pas ce que voulait forcément Le Claude. metteur en scène. Ouais. Mais c'est... En fait, on pense pas forcément au côté top 50 de la pièce. Hein. Vous, mais le public. Mais ça, à la rigueur, enfin, moi, je ne le prends pas du tout en charge. Mmh. Du tout. Moi, ce que je prends en charge, c'est un moment, un instant qui va s'étirer sur 2h05. Et donc, je plonge. C'est vrai que Argan quitte pas le plateau, à peine. Mmh. Et... mais donc, c'est l'histoire de Vous non plonger. plus, Donc, à tout à partir fait. du moment où je commence à compter dans ma chaise et qu'il y a cette angoisse de la mort qui s'exprime avec la clochette et le drela, drela, drela. Et à partir du moment où il y a eu ce paroxysme, dès le début, en fait, on sait que... Enfin, je surfe, disons, sur cet état de panique et cette urgence, en fait. Et si je peux te dire quelque chose par rapport au fait que moi, comme j'ai joué dedans, j'ai vu ce qui est passionnant dans l'interprétation de Guillaume, je trouve, c'est que dès le début, moi j'avais jamais... C'est pour ça que c'est bien que chaque acteur est différent, mais dès qu'il commence à faire le monologue du début, 3 et 2 font 5 et 5 font 10, simplement il se gratte. Je trouvais ça, je te l'avais dit, extraordinaire. Parce que ça, c'est les inventions des acteurs. Oui, il se gratte. On sent déjà qu'il y a de l'hypocondrie, il y a quelque chose qui le démange, c'est qu'à de le dire. Et ça va être la maladie, ça va être... Et il y a déjà ça dans l'avare, en fait. Dans l'avare, il y a déjà du malade imaginaire. Par exemple, oui. il dit il n'y a que ma fluxion... je sais plus la phrase exacte, mais il n'y a que ma fluxion qui me pèse de temps en temps, quelque chose comme ça. Et en fait, il se met déjà à tousser. Et moi, je l'ai fait dans l'avare. J'ai fait des quintes de toux par moment, où on sent que le personnage, en plus d'être avare... Ah, moi, je pensais que c'était toi. Ouais, ben non. C'est du jeu. C'est l'angoisse de Je me suis dit, mort. merde, il a un chat dans la Mais vraiment gorge. Ah, c'est drôle. Non, je fais tout le temps, je fais à chaque fois. Non, mais tu plaisantes, là. Pas du tout. Ah ouais, non, je fais comme s'il avait des il a un chat dans la problèmes de gorge. poumons. Il a un vrai... Je me suis dit, mais il a attrapé une poussière. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. Ça veut dire que c'était bien joué. Ah bah, tu m'étonnes carrément. Non, je fais à chaque fois, ouais. Je fais il tousse. Mais c'est brillant. Mais il y a ce... Il y a... En fait, on est très attaché au patron, à Molière, on l'adore. Humainement. Vraiment, Ouais, c'est vrai. il y a une fraternité. C'est fou, on a l'impression qu'on l'a connu. Ah oui, vraiment. Et puis, il y a des moments où il y a des échos où on le voit écrire, on le sent. C'était Gruber qui disait écoutez, entendez la plume de l'auteur écrire. Et on a ça avec Molière. Moi, je l'ai énormément. Par exemple, quand Cléante dit et il se mit à l'aimer comme d'un amour de plusieurs années et ce manque de... Moi, j'ai entendu évidemment l'amour pour Madeleine Béjart qui est morte 4 mois avant. Il y a plein de moments où on voit bien que Molière parle de lui et il le met dans et la même bouche avec des Louison, autres. la petite, il avait écrit pour Esprit Madeleine qui était Ouais, pour sa sa fille, fille. mais elle n'était pas assez bonne actrice, donc il Non, l'a elle fait était jouer. tétanisée. Elle était Elle a pas tétanisée, pu donc ouvrir la c'est la bouche. fille de Beauval qui Ouais. l'a joué, c'est ça? Ouais. Mais il voulait, c'est la seule fois où il met un petit enfant en scène d'ailleurs, c'était pour faire jouer sa fille avant de mourir, mais pour jouer avec elle. Donc il y a plein de moments où on pense vraiment à lui profondément. C'est ce qui protège ces textes de la pétrification.
c'est cette humanité, finalement, c'est ce lien génie. sensible. Là, c'est plus du génie. Pour Molière, c'est de l'humanité, mais c'est du génie. Parce que c'est un génie du viscéral, c'est un génie de l'humeur légitime, de l'humeur universelle. Pas juste, monsieur est de mauvaise humeur. Non, c'est pas. Non, il justifie l'humeur dans quelque chose de vivant, de vibrant et d'universel. Et donc, c'est indémodable. Et l'interprétation que les uns et les autres avaient de ces personnages, ça protège aussi ces personnages de l'ampoulage, on peut pas, de la mort, finalement. On ne peut pas, avec nos corps du 21e siècle, reproduire éternellement ce qu'on imagine, encore une fois, c'est l'image d'Épinal de ce qu'était Molière quand on l'a joué. D'ailleurs, les quelques rares écrits qu'on a de lui, de critiques de l'époque, disent que c'était un acteur très physique. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il était très physique et on avait demandé, je crois que c'était à Forestier, mais ça correspondrait à qui aujourd'hui? Il a dit peut-être pas complètement, mais il y a un côté de Funès, quoi. C'est-à-dire le corps est complètement investi, quoi. C'est ça, Molière. Donc après l'ampoulage dont vous parlez, c'est pas, c'est je sais plus qui disait la tradition, c'est la dernière mauvaise interprétation, en fait. Il faut pas que ce soit trop tradit. Il faut imaginer, c'était je retrouverai c'est un musicien qui dit ça. Il faut faire les notes, si vous voulez, parce qu'on ne transforme pas le texte. Quoique, je veux dire, il ne restait plus qu'une dizaine de médecines pour vider le fond du sac, je crois que tu le dis toujours. Mais quelquefois on dit vider maintenant, ou on ne dit pas s'estuie au lieu de celui, enfin, c'est compliqué, mais on garde le texte, mais on le garde avec notre esprit d'aujourd'hui, et c'est bien dit dans le Malade d'ailleurs, les anciens sont les anciens et nous sommes les gens de maintenant, donc nous on doit faire avec nos corps actuels, et si on l'interprète avec nos corps actuels, on n'aura pas d'ampoulage. Le problème qui peut se produire, c'est des gens un peu trop respectueux de Molière, ce qu'il n'aurait pas voulu, je pense. Respectueux, même pas de Molière, respectueux en général. D'un cliché, d'une image d'Épinal, et là, on tombe dans la naphtaline, dans une chose un peu qu'on imagine être en plus. C'est ça, pour moi, l'ampoulage, mais ça ne peut pas exister si on a une certaine liberté. Et la liberté, c'est l'art aussi. On a le droit de tout faire à partir du moment où on conserve le texte. Après il y a un travail on aime pas. Il y a un travail aussi ici et de troupe et aussi du texte qui fait que les jeunes sortent de la salle Richelieu en disant mais vous avez changé le texte. Oui, c'est vrai. Souvent, ça c'est systématique. Et on leur dit mais non, on n'a rien changé. Et ils trouvent ça tellement moderne, mais parce qu'on travaille beaucoup, d'abord en troupe, mais aussi le texte. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher le sens, vraiment le sens, avant de chercher l'effet. Oui, c'est sûr. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'on est l'endroit, je pense, où Molière se dit et se joue et s'incarne de la façon la plus colorée et la plus variée possible, parce que en fait, chaque metteur en scène peut vraiment proposer un univers, un monde, avec cette troupe, qui sera toujours au service des metteurs en scène, mais du texte. Votre Harpagon, il est avec son petit cranté blond cendré, ses chaussures de golf, son élégance qui parfois un peu grotesque, il sort d'où ? Est-ce que c'est de l'élégance ? Lui pense qu'il est élégant. Il pense qu'il est élégant. Pour moi, il y a ça de l'élégance. C'est la rusticité incarnée, c'est la façon dont les gens riches imaginent qu'ils sont possesseurs d'un certain monde, c'est ce qu'il est. On l'a comparé quelquefois, on a dit c'est Donald Trump, c'est ce que les autres veulent voir. En fait, physiquement, c'est vrai qu'il y a le cranté, etc. Vous jouez beaucoup de la mèche, ça pas a un trop, petit effet comique quand même avec la mèche. Ouais, ça dépend, mais je joue plutôt du côté, par exemple, je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois que ça a été joué,
alors qu'il y a dans le texte, c'est dit, il ne vous donne jamais le bonjour, il vous prête le bonjour. À chaque fois qu'il dit donner, il a un souci avec ça. Ça, c'est pas écrit, effectivement, mais je n'arrive pas, je vais proposer ça à Lilo, c'est qu'il n'arrive pas à dire donner. Donc il dit et c'est toujours l'autre qui lui met un coup dans le dos et il fait donner, parce qu'il ne peut pas dire donner. Il n'arrive pas. Ça fait pas partie de son vocabulaire. Prêter, c'est possible, à la limite. Et d'ailleurs, je vous prête Enrico Macias, ma calèche. Pas, en fait. Il pourrait pas. Prêtez-moi. Dieu ne vous le rendra pas. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est des instants comme ça qu'on a trouvé avec Lilo, et elle est très friande de ce genre de propositions. Évidemment, après. Alors, il y a quand même le monologue de Serge Bagdasarian qui fait Maître Jacques. C'est une recette qui a été inventée, pour le coup, au goût du jour, quelque chose qui pourrait s'apparenter à un 3 étoiles au Michelin qui serait un petit peu fusion, on va dire. Genre Fusion food. El Bulli, quoi. Voilà, un peu, anciennement. Mais moi, c'est surtout que c'est la première fois que je voyais l'Avare en nouveau riche. Oui. Et je trouvais ça génial de nous raconter avant tout le rapport au pognon et ce que ça peut, comment le pognon peut transformer quelqu'un. Et on voit ça, on voit que c'était sûrement un chic type au départ, peut-être, sûrement, et qu'il est devenu très riche, un fat vaniteux, et c'est le vrai nouveau riche. On dit dommage. Votre malade imaginaire qui se gratte la jambe, les gestes avec les manches, tout ça, ces histoires-là, ces gestes-là, ils sortent d'où? Vous vous souvenez, vous, à quel moment vous le trouvez? J'y pense pas tellement. En fait, j'y pense pas du tout. C'est vraiment... C'est physique. Oui, c'est instinctif. Après, j'imagine que... Non, mais j'imagine que les gestes ou... Il y a de temps en temps, j'ai l'impression d'être sur un trône, c'est le cas de le dire, parce que c'est une chaise percée. Et donc, il y a des moments où la lassitude lui donne comme ça des gestes de vieux roi malade qu'il se croit, dans tous les sens du terme. Ou bien alors, pour contraster avec, en effet, une démangeaison et quelque chose de beaucoup plus resserré, de beaucoup plus angoissé. C'est vraiment des alternances, en fait, d'états. Ce qui est très étonnant, je sais que j'ai un collègue, ça m'a été répété, qui en comité avait dit à propos de ce que je faisais dans Le Malade, il disait je ne m'attendais pas à ce que Guillaume me fasse découvrir que Argan était en fait un rôle d'écoute. Et c'est vrai que c'est un rôle qui écoute beaucoup et qui s'en prend plein la tête, mais vraiment. Et puis il est malade. Il est malade en fait dans la tête. Oui, il est bien malade. sûr. Alors, c'est de la santé mentale. Non, mais je veux dire, les hypochondriaques, à un moment donné, ils se réveillent, ils ont des plaques. D'ailleurs, si on le, enfin, moi, je suis pas metteur en scène, mais ce serait formidable que si c'était remonté, qu'au fur et à mesure de la pièce, il est comme le malade, le médecin qui arrive, il a des rougeurs, il a des pustules, il a des. Cela dit, l'état dans lequel il termine, finit presque fou. Bien sûr. Il est prêt à avaler n'importe quoi, vraiment. C'est un désespoir total. Vous avez repris les répétitions, là? Ouais. Vous êtes, On a repris les répétitions lundi dernier, qui correspondait au 9 septembre 1668, qui correspondait à la première représentation de l'Avare au Théâtre du Palais Royal, qui se trouvait à la place du Conseil constitutionnel aujourd'hui, enfin, qui se trouvait sur la droite du Palais Royal, l'ancien théâtre. Vous avez ouvert, c'est pour ça qu'il y avait du champagne à la cantine? Aujourd'hui? Ouais. Bien sûr, il y en a tous les jours. Pas le champagne. Quand vous jouez Molière ailleurs que Salle-Richelieu et dans des pays où Molière n'est pas le patron, dans les pays où les enfants ne connaissent pas la prose ou les vers de Molière par cœur, parce qu'ils l'ont tout le monde connaît Molière. Quand vous êtes en Italie ou en Angleterre, où ils ont d'autres patrons, là, est-ce que ça change la réception? Est-ce que ça change la focale pour vous? Non. Absolument pas. Non, ce qui peut changer, c'est pas tellement la nationalité du public. C'est plus le volume.
on est vigilant, en effet, au cadre de scène. Si tout d'un coup, là, par exemple, le Malade imaginaire, on l'a joué pendant les fêtes au Théâtre des Champs-Élysées. Bon, beaucoup plus de monde. Ouais, salle de 2000 places, un cadre de scène beaucoup plus ample. Donc, voilà, on est vigilant à quelque chose d'un peu plus opératique. Attention à ne pas non plus gueuler. Attention à la voix. Attention, voilà, on est très vigilant surtout au son, à la projection. Ce sont des modifications techniques. La problématique qui peut se poser quand on joue à l'étranger, c'est les surtitres. Il y a toujours un décalage, puisqu'il y a des phrases emblématiques qui sont drôles. Et il y a toujours, moi je me souviens quand on avait fait Les Fourberies de Scapin, le que diable allait-il faire dans cette galère, il était envoyé 3 secondes trop tard, ce qui fait que l'autre disait que diable allait-il faire dans cette galère, maudite galère, traître de Turc, et puis ça continue, et là, les gens rient sur une phrase qui n'est pas drôle dans notre langue à nous, mais qui correspond au surtitre du pays. Voilà, c'est ça ce qui change. Ça demande une forme de dextérité en tant qu'acteur pour continuer. Oui, mais après, si vous voulez, effectivement, si vous jouez au Barbicane, les Fourberies de Scapin, vous savez qu'en Angleterre, c'est plutôt Shakespeare, mais ils adorent voir des troupes venir jouer aussi leur patron entre guillemets de théâtre. Est-ce qu'on a ça quand on voit est-ce qu'on a la même appréhension quand on regarde une troupe jouer Shakespeare? Peut-être on se dit tiens, comment ils jouent Shakespeare. En tout cas, le passif, quand ils viennent à Paris, oui, c'est le passif du public est pas le même. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais justement, ça change ce qui va pouvoir gêner quelquefois un certain public qui s'est approprié Molière en disant c'est à moi. Ce qui va les gêner, eux, ne gênera pas forcément un public étranger ou ne gênera pas forcément un autre type de public. Et ce qui est intéressant, c'est toujours les personnes qui ne sont pas dépositaire, entre guillemets, de l'auteur en question. Enfin, en tout cas, moi, je parle en mon nom. C'est-à-dire que je trouve ça toujours dangereux, les gens qui disent « Mais on ne peut pas faire ça avec Molière. » Mais Molière... Moi, je me souviens de quelqu'un Oui, notamment les costumes contemporains. Oui. Certaines personnes veulent absolument nous voir toujours en jabot. Avec des fraises. Oui. On dit, non, heureusement... Heureusement que ça a bougé. Moi, je me souviens quand j'avais fait Cléante, un acteur m'avait dit, quand il rentre à l'acte 2, dans Le Malade, je regardais partout dans cette espèce de palais vénitien, et il m'a dit, Cléante ne regarde jamais au plafond. Et je lui ai répondu du tac au tac, ah bon, parce que tu lui as téléphoné? Je veux dire, on fait ce qu'on veut. Enfin, à partir du moment où on dénature pas le sens, je veux dire. Non, mais c'est-à-dire que c'était une phrase aussi que Balachova ah bon, est-ce que tu lui as téléphoné? Enfin, voilà. Je veux dire, il y a pas si longtemps, on pouvait téléphoner à Édouard Bond si on jouait de l'Édouard Bond, et il a bondé toujours. Moi qui ai eu la chance de travailler avec lui, dans le sens de l'acteur. Magnifique. Hein? Il abondait. Il abondait, et bien sûr, toujours dans le sens de l'acteur. Moi, je me souviens de répétitions avec lui, c'était incroyable. Il était toujours... Vous appeliez l'auteur? Non, on l'appelait pas, il était là. Il était là. Bon. Il était là et on lui disait, j'ai fait ça, est-ce que... Il dit, oui, mais c'est vous. C'est vous l'acteur, c'est pas moi. Mais je dis, oui, mais c'est vous qui avez écrit le texte. Non. Cette intuition est bonne. Et Molière dirait exactement la même chose aujourd'hui. Le théâtre, c'est une écriture non finie. Et il faut que ça soit... Oui, bien sûr. Il faut que ce soit une écriture. Sinon, c'est insaisissable pour vous? Ou c'est trop saisissable? Mais sinon, si c'est fini, ça n'a aucun intérêt. Ça ne se joue pas longtemps. Ça ne se joue pas du tout. Ça arrive. Si c'est une écriture finie, ça ne se joue vraiment pas longtemps. Ouais, ou ça se joue, mais ça ne se joue pas. Ouais. Qu'avez-vous en commun avec vos personnages respectifs? Ce dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a les prémices du Malade dans la VAR. Que vous, Laurent, vous avez en commun avec Harpagon? Alors, sinon la couleur de cheveux. Non, l'avarice, c'est une chose que tout le monde peut avoir à un moment donné ou pas dans sa vie. Il y a des ça correspond peut-être à des... moi, je suis un peu hypocondriaque par moment, et les périodes qui peuvent s'apparenter à de l'hypocondrie, étrangement, s'apparenteraient peut-être un peu à de l'avarice aussi. C'est-à-dire que ça prouve bien que c'est un dérèglement psychique. Voilà ce que je peux dire. Après, je ne pense pas être quelqu'un d'avare, mais il n'y a pas que l'avarice financière. Il peut y avoir de l'avarice amoureuse, il peut y avoir ce qu'on appelle de la jalousie. Donc l'avarice, elle a plein de formes. Là, dans l'avare, effectivement,
il y a une concentration réelle sur l'argent. Mais il faut toujours trouver la correspondance dans sa vie à ce qui peut être sur scène. En sachant évidemment que nous ne sommes pas. Heureusement, on n'est pas. Personnage. On n'est pas. Je sais pas, toi, est-ce qu'il y a. Argan. Moi, j'ai la soumission par rapport au médecin. C'est vrai que je ne questionne pratiquement jamais un médecin qui me dit bon, déshabillez-vous. Je le fais tout de suite. Enfin, j'ai un truc très naïf, très candide, très enfantin face au médecin. Vous l'avez analysé, c'est vrai que c'est commun à beaucoup de gens, la soumission vis-à-vis des médecins. Ouais, et donc ça, c'est un vrai questionnement. Et ça, c'est le point commun que j'aurais avec. D'ailleurs, avec suivant Argan. les médecins, le diagnostic, on dit toujours il faut au moins 3 diagnostics parce que c'est toujours comme au temps de Molière, un médecin spécialiste de telle chose et ne dira pas la même chose que son collègue et vous allez le voir, il dira vous avez vu qui avant non mais lui non. Enfin non, ça arrive plein de fois. Oui, mais c'est ils n'ont aussi... pas les mêmes mais diagnostics. au-delà de ça, là, je pensais intrinsèquement ce qui peut me relier à Argan, j'ai ça, une forme de crédulité aussi. Moi, je suis très crédule, donc voilà. Ah oui, je comprends. Ouais. J'ai ça avec Argan. Moi, c'est peut-être la folie pour Orgon, pour Harpagon. Harpagon. Pour Orgon, je sais pas pourquoi j'ai sorti. C'est peut-être l'avarice extrême s'apparente à une sorte de folie. Et moi, c'est cette folie-là que j'ai voulu dégager parce que j'ai ça aussi. Moi, personnellement, je suis un peu fou par moment, je crois. Il y a des choses qui m'échappent un peu et ça me rend fou. Alors voilà, je l'exploite dans ce rôle-là. On peut devenir fou. L'argent rend fou. De toute façon, ce sont des rôles qui vous font toucher quand même parfois une solitude très profonde. Quand même. Ah oui, c'est clair. Ces pères-là, qui sont des tyrans, mais qui sont des tyrans isolés. Hein. Vraiment, ils sont isolés par les autres. Ça veut dire que vous en faites l'expérience, vous, à titre personnel. Ouais. Et on se demande qui a commencé, souvent. On se demande qui a commencé. C'est-à-dire parfois, c'est vous, ce qui est merveilleux chez Molière, c'est que personne est tout gentil et personne n'est tout méchant. Et donc, parfois, l'entourage de ces tyrans-là est un entourage quand même bien calculateur et c'est aussi ça peut être des vraies petites frappes. Et on se demande finalement qui a commencé de la poule et de l'œuf, qui a commencé finalement à rendre tyran ou à être tyran. C'est pas si clair. C'est pas clair. Les victimes ne sont pas toujours celles que l'on croit. Moi je me souviens de ma fille qui avait vu, qui était petite à l'époque de la création et qui m'avait dit... qui était très triste à la fin du spectacle. Et je lui dis, mais c'est plutôt un spectacle comique aussi, l'avare. Elle me dit, oui, mais je ne comprends pas pourquoi ils t'en veulent à ce point-là. Parce qu'effectivement, si on se victimise dans le rôle, enfin, c'est pas de la victimisation, il est persuadé que tout le monde lui en veut et en veut à son argent. Donc si on le joue vraiment incarné, comme disait Guillaume tout à l'heure, ceux qui sont proches de vous et qui font pas vraiment la notion enfin qui sont dans la catharsis et qui sont totalement avec vous, ils disent oh là là le pauvre. Il est voilà. Et Argan, on a la même chose avec Argan. C'est-à-dire qu'on se dit mais quelle souffrance, quoi, c'est terrible. Avec une forme de folie quand même qui se dessine. Oui, mais on est... Et puis il faut que ça reste drôle. Mais il y a quand même effectivement une solitude et une abîme de tristesse, en fait. C'est pas toujours exploité, mais ce sont des personnages qui sont vraiment en souffrance. Mais c'est ce qui fait rire aussi. Bah oui, bien sûr. C'est la catharsis du théâtre, c'est la magie du théâtre. L'avare, mise en scène L'Île aux Bords à partir du 18 septembre et Le Malade imaginaire dans la mise en scène de Claude Straat à partir du 19. Merci Guillaume Gallienne et Laurence Stocker. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.